La jeune femme hospitalisée à Montpellier ne semble pas souffrir de la grippe aviaire. Le système de surveillance a parfaitement fonctionné et ça n'est pas le premier cas suspect que les services de santé ont pris en charge. Une tentative d'attentat contre le centre des impôts à Aix-en-Provence a coûté la vie au poseur de la bombe. Un homme originaire de Corse, un autre militant nationaliste, a été interpellé et placé en garde à vue. 50 maires de villes grandes et moyennes disent non au mariage homosexuel. Des élus locaux, essentiellement de l'UMP, qui prennent position à quelques jours des conclusions d'une mission parlementaire sur la famille. Paris, capitale de la mode à la veille des défilés haute couture, Giorgio Armani, un créateur et un homme d'affaires hors pair, 30 ans au service de la mode, il possède la totalité de son empire. Et puis l'année Mozart, avec le 250e anniversaire de sa naissance dans quelques jours, coup d'envoi des commémorations à Salzbourg, le génial Mozart plus que jamais reconnu et adulé. Madame, Monsieur, bonsoir. Mieux vaut rassurer tout de suite pour faire face à toute menace de grippe aviaire. La France a mis sur pied un dispositif de veille sanitaire qui fonctionne. La preuve en est, cette jeune Française présentant des symptômes suspects et revenant de Turquie est hospitalisée depuis hier à Montpellier. Elle a été placée à l'isolement et après avoir subi une batterie de tests, son état est rassurant. Le point avec Dominique Chimbakala et Mallory Aounou. La petite ville de Metz dans l'Hérault. C'est ici que vit la jeune femme de 32 ans qui vient de passer 15 jours en Turquie. Et c'est ici qu'elle a ressenti les premiers symptômes, témoignage du mari. Courbature, elle avait mal à la tête, la gorge, elle toussait, une grippe normale quoi. Et dans la zone où elle était, il y a eu des problèmes d'infection avec les poulets ou pas? Il n'empêche, à l'énoncé de ces symptômes, l'Institut national de veille sanitaire suspecte un cas de grippe aviaire. Immédiatement direction Montpellier, la jeune femme est hospitalisée, placée sous quarantaine. Principe de précaution, elle fait l'objet de plusieurs tests. Alors il y a des tests qui peuvent très vite déterminer s'il s'agit d'une grippe ou pas. C'est un test rapide, mais qui n'est pas suffisamment spécifique pour préciser qu'il s'agit éventuellement d'une grippe aviaire. Il faut un deuxième test, beaucoup plus sophistiqué, qui est fait dans un laboratoire spécialisé et qui va permettre de dire oui ou non, il s'agit d'un virus aviaire. Le premier test, celui du virus grippal simple, est négatif. Ce qui laisse présager de bonnes nouvelles pour le second, celui du virus de la grippe aviaire, dont on attend encore les résultats. C'est la 12e fois que les autorités sanitaires françaises suspectent un cas de grippe aviaire. La dernière fois, c'était sur l'île de la Réunion. C'est la section antiterroriste du parquet de Paris qui est chargée de l'enquête après cette tentative d'attentat la nuit dernière contre le centre des impôts d'Aix-en-Provence. L'homme originaire de Bastia qui transportait une bombe de faible puissance a été tué dans l'explosion qui s'est déclenchée prématurément. Un autre militant nationaliste est en garde à vue. Sur place, Isabelle Stess, Benoît Jourdan. L'homme aurait été piégé par l'engin explosif alors qu'il s'apprêtait à le déposer dans les locaux du Trésor public. Il est 2h40 lorsque la déflagration réveille le quartier. J'ai entendu des gens qui disaient il y a quelqu'un en bas qui bouge. Il ne faut pas le bouger, il est encore en vie. C'est tout ce que j'ai entendu. Il avait les deux bras ou les deux mains arrachées apparemment, puis la moitié du visage aussi d'après ce que j'ai entendu. La victime est un étudiant corse de 20 ans, sympathisant du FLNC. Un de ses amis sera interpellé quelques heures plus tard à l'aéroport de Marignane alors qu'il s'apprêtait à partir en Corse. Tous deux seraient proches du mouvement nationaliste du 22 octobre qui a revendiqué 17 attentats récemment. À Aix-en-Provence, la charge explosive a légèrement endommagé les locaux du Trésor public au rez-de-chaussée d'un bâtiment qui abrite aussi des logements. Et vous, toutes les fenêtres ont été cassées? Donc là, dans le séjour, oui, j'en ai eu 4 dans le séjour. J'en ai eu donc 5 dans ma chambre, une dans la chambre des enfants. Voilà, un peu dans chaque pièce, quoi. Les dégâts auraient été plus importants si la charge avait explosé comme prévu à l'intérieur du bâtiment. La section antiterroriste du parquet de Paris est chargée de l'enquête. À Toulouse, c'est un bureau de l'ANPE qui a été détruit par un incendie dont on ignore l'origine. Le feu a entièrement ravagé le bâtiment, il n'y a pas de victimes. Une enquête devrait être ouverte. En Europe de l'Est, le froid poursuit son offensive et continue de faire des victimes. Parmi les plus déshérités, des températures polaires venues de Russie se sont abattues sur la Pologne. Samassoula. Calfeutrés chez eux, ces habitants de l'Est de la Pologne relèvent des températures chaque jour plus glaciales. Moins 30 degrés la nuit dernière
et ce sera pire encore la nuit prochaine. Dans la journée, il fait -20 et ce sont surtout les sans domicile fixe et les plus pauvres qui souffrent de ce froid exceptionnel. La Pologne déplore 140 morts de froid depuis le début de l'hiver, 17 ces derniers jours. De l'autre côté du fleuve Oder qui sépare la Pologne de l'Allemagne, des températures identiques. Le fleuve est gelé sur une dizaine de kilomètres. Dans la capitale, Berlin, il a fait jusqu'à -14 dans la nuit. Si les pays scandinaves ont connu aujourd'hui une relative accalmie dans les chutes de température, la Géorgie traverse une crise diplomatique du froid avec son voisin russe. À l'origine, une explosion qui a endommagé un gazoduc russe alimentant la petite république du Caucase. Un drame en cette période glaciale, la Géorgie dépend totalement de l'énergie russe. Cette explosion de gazoduc est la 3e en 24 heures, de quoi faire perdre son sang-froid au président géorgien. Mikhail Saakashvili est venu à la télévision accuser la Russie de sabotage grave, des accusations jugées hystériques par Moscou. En attendant la réparation du gazoduc, les Géorgiens s'organisent et ils le savent, ce n'est pas cet épisode qui réchauffera les relations entre leur pays et la Russie. Dans l'hémisphère sud, là aussi, les températures battent également des records, mais des records de chaleur, avec plus de 40 degrés en Australie. Et avec la chaleur reviennent les feux de brousse et de forêt. Des centaines d'hectares ont déjà été ravagés par les flammes. Les pompiers appuyés par des avions bombardiers sont à pied d'œuvre. La canicule qui s'est abattue sur Melbourne, par ailleurs, a perturbé l'Open de tennis. Les matchs ont été suspendus avec 43 degrés sur les cours. 14 ans après le crash du Mont Saint-Odile, les familles se sont retrouvées sur le lieu du drame ce matin. Si l'affaire n'est toujours pas jugée, l'espoir renaît avec la perspective du procès qui s'ouvrira en mai prochain. Christine Beauce, Virgile Liado. Soudés par le souvenir, unis par le combat pour la vérité. Les familles des victimes du crash du Mont Saint-Odile sont venues très nombreuses aujourd'hui accomplir leur pèlerinage annuel sur les lieux d'accident. Aujourd'hui, tout le monde a en tête le procès qui débutera au mois de mai, un procès que l'association réclame depuis 14 ans. Nous serons le pot de terre contre le pot de fer, ce qui ne nous empêchera pas de nous battre. Toi qui sais tout, tu sais combien expertise et contre-expertise, souvent inutiles et coûteuses, ont essayé de masquer la vérité et de dévoyer la réalité des causes de cet accident. Une fleur pour chaque victime. Pour se souvenir de ce 20 janvier 1992 où un Airbus A320 reliant Lyon à Strasbourg s'est écrasé près du Mont Saint-Odile, faisant 87 morts. Émotion, douleur, toujours aussi forte. Laurence Vaccarella n'était jamais revenue ici, là où est décédé son mari. On a besoin de ce procès et 14 ans pour voir le procès aujourd'hui, je veux dire, c'est en mémoire de leur âme, pour un espoir de procès, quoi, vraiment. J'espère qu'on saura la vérité sur cet accident. Nous allons commencer à enlever ces barrières, puisque... Parce qu'ils espèrent que le procès permettra l'irruption de la vérité, ils ont symboliquement arraché une partie du grillage qui protège ce lieu de recueillement. Voilà. 6 anciens responsables de l'aviation civile, d'Air Inter et d'Airbus comparaîtront en correctionnel pour homicide et blessures involontaires à partir du 2 mai prochain. Il reste moins de 48 heures à Paris pour tenter d'imposer à l'Union européenne la baisse de la TVA dans la restauration. La colère de la profession ne fait que monter en puissance ces derniers jours depuis qu'elle a appris que pour l'instant, le texte proposé par la présidence autrichienne ne prenait pas en compte la demande française. Voyant comment on réagit à Annecy, dans cette ville qui compte de nombreux restaurants, reportage François-Julien Piednoir et Lionel Langlade. C'est presque cuit pour la TVA à 5,5%. Dans les 260 restaurants d'Annecy, les sauces ont un goût de déception. 4 ananas en chocolat. Ce soir, Gérard Paccard digère mal. Bien soigné, hein, vas-y, attaque. Il a 20 ans de gastronomie derrière lui, dont 10 années à entendre les promesses d'une éventuelle baisse. C'est une grosse déception, je pense, pour tout l'ensemble de la profession, et puis pour tous les jeunes, pour leur avenir également. On se fait plumer hein, comme une volaille. En salle, le maître d'hôtel rêvait d'une TVA à 5,5% pour ouvrir son propre restaurant. Ce soir, il n'a plus d'ambition. La TVA aurait apporté un certain dynamisme à ce projet. Donc pour l'instant, statu quo sur le projet.
À 2000 mètres d'altitude, une absence de baisse de la TVA refroidit les consommateurs. À 5,5%, c'était peut-être une bouffée d'oxygène pour leur porte-monnaie, l'équivalent de 15% de frites en plus dans l'assiette. Si effectivement les 15% de différence étaient répercutés sur les clients, il n'y aurait pas de problème. Est-ce qu'on en est sûr? Vous n'êtes pas sûr, vous? J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que les commerçants sont vraiment honnêtes? Si, on baisserait les prix, il n'y a pas de raison. Bah, si la TVA baisse, on baisse les prix. Ça paraît tout à fait normal. L'Union européenne doit revoir sa partition selon les syndicats, car ce n'est pas seulement la profession qui est menacée, mais tout le tourisme en France. Aujourd'hui, le touriste, il choisit déjà. Il se dit, j'ai le choix entre aller en Tunisie, en Maroc, et puis quand il y va, il se dit, mais c'est fantastique, on est toujours autour de moi, on me propose un cocktail, un deuxième cocktail. Pourquoi on ne le fait pas en France? On a la gastronomie française, on a plein de choses. Mais si on n'a plus les moyens de pouvoir le distribuer, ce service, on n'en aura pas. Mardi prochain, la France va défendre une dernière fois à Bruxelles la baisse de la TVA. Mais l'Union européenne semble avoir déjà présenté l'addition. Le débat sur le mariage homosexuel reprend de la vigueur au moment où une mission parlementaire sur la famille et les droits de l'enfant s'apprête à rendre ses conclusions. Et c'est dans ce contexte que 50 maires de villes, grandes et moyennes, ont décidé de prendre ouvertement position contre le mariage gay. Leur initiative s'ajoute à une liste d'élus, essentiellement de la majorité, qui ont déjà pris position sur Internet. Jean-François Firet et Sylvain Daubard. Ils se sont dit oui. Voilà qui va en rassurer plus d'un, ou plutôt 12 000. 12 000 maires de France, farouches défenseurs d'une union traditionnelle entre un homme et une femme. Tous ont signé sur le site internet de leur collectif cet appel pour l'enfance. Ils désapprouvent tout projet d'instauration d'un mariage entre personnes du même sexe et contestent l'implication du maire dans une célébration de ce type. La liste est anonyme, seuls 50 élus, la plupart de droite, quelques-uns de gauche, ont révélé leur identité. Certains souhaitaient donc qu'il y ait le Pacs pour que demain il y ait le mariage d'homosexuels, pour qu'après-demain il y ait la possibilité d'adopter des enfants par les homosexuels. Et nous considérons que la famille ne peut s'épanouir que dans un cadre hétérosexuel, dans le sens où il faut pour les enfants des repères, un père, une mère, pour qu'ils puissent se construire eux-mêmes. La crainte du collectif, l'homoparentalité. Et pourtant, même à droite, la question divise. Nadine Morano, UMP, y est depuis longtemps favorable, mais elle le sait, la partie n'est pas gagnée. Je dirais que c'est aussi somme toute normal que nous n'ayons pas tous les mêmes positions. On en débat, on en discute, on voit jusqu'à quelle évolution il faut aller. Et c'est comme ça qu'un grand parti politique doit travailler. Élément de réponse jeudi prochain avec la publication d'un rapport sur la famille. Probable recommandation, de nouveaux droits pour les couples homosexuels, toujours dans le cadre du Pacs. Le mariage gay, lui, est déjà autorisé aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et depuis peu en Grande-Bretagne. Le débat frappe à nos portes. Et ceci nous amène au combat de ce couple de femmes qui réclament le droit au congé paternité après la naissance d'un enfant par insémination artificielle. Le jugement sera rendu demain à Nantes par le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Romain Clément, Gabriel Camilla. Depuis le début de leur union, ces deux femmes voulaient chacune leur enfant. Choisissant l'insémination artificielle, Karine a été la première à devenir mère. Aujourd'hui, Basile, 18 mois, vit entourée de celles qu'il appelle toutes les deux maman et de leurs familles respectives. Il y a tout l'entourage, effectivement, nous on ne fréquente pas que des femmes, bien heureusement on vit dans la vraie vie. Donc c'est un monde fait de nos amis couples hétérosexuels, donc des hommes, des femmes. Quelques jours après la naissance de Basile, Élodie a reçu de la caisse d'assurance maladie un courrier de félicitations ainsi qu'un livret de paternité. Elle a alors réclamé un congé de paternité. On s'est dit qu'effectivement, en tant que couple, en tant que deux personnes ayant vraiment voulu ensemble cet enfant, il était normal que moi aussi je puisse accompagner ma partenaire au retour de la maternité. Et donc on a fait cette demande, tout naturellement. Demain, le tribunal des affaires de sécurité sociale se penchera sur leur demande. Elles se font peu d'illusions sur sa décision. L'important, c'est pour elle à terme la reconnaissance de l'homoparentalité. Pour protéger les enfants, il faut que nos familles aient un véritable statut juridique, que ce soit auprès de l'état civil, auprès de toutes les administrations, dans le code du travail. Nos couples ne sont pas reconnus, nos enfants ne sont pas reconnus en tant qu'enfants de deux personnes. Effectivement, biologiquement, ce n'est pas notre enfant. Bientôt, Élodie accouchera à son tour grâce au même donneur. Karine prendra alors quelques jours, mais elle n'a pas prévu pour l'instant de demander de congé de paternité.
On passe à la politique avec le congrès de la LCR qui s'est tenu pour moitié à huis clos. Alors qu'il est, on ne sait pas s'il y aura un candidat à la présidentielle de 2007. Une grande partie des militants rêvent toujours d'un candidat unique pour la gauche de la gauche. Sur place, Hélène Hugues et Marie Cros. Si la LCR présente un candidat à la présidentielle de 2007, ce sera lui, évidemment. Pourtant, après 3 jours de congrès, Olivier Besancenot n'a toujours pas été désigné. Mais il n'est pas encore prêt à laisser passer son tour. On se bat depuis le début pour que la campagne du non de gauche se traduise par quelque chose de neuf à gauche. Donc nous sommes pour des candidatures unitaires sur des bases anticapitalistes. Et du coup, il y a des discussions. Je crois que l'espoir qui est né à gauche dans le cadre de la campagne mérite beaucoup plus que la gauche plurielle numéro 2 qui est en train de se redessiner. Une candidature unitaire à la gauche de la gauche dans laquelle se retrouveraient ceux qui ont voté non au référendum du 29 mai. Les amis d'Olivier Besancenot le souhaitent, mais ils ont de plus en plus de mal à y croire. Je pense que ça va être difficile, parce qu'il y a une partie du PS du non qui s'est fait synthétiser par Hollande et Strauss-Kahn, donc qui a disparu, et puis qu'on a un parti communiste qui hésite aujourd'hui entre retourner un peu dans le bercail avec le PS, et continuer l'unité avec les syndicalistes, les anticapitalistes, la Ligue. Bon, la balle est dans leur camp. Le Parti communiste se prononcera en mars sur la présidentielle. Les Verts choisiront leur candidat en mai. La Ligue a reporté sa décision au mois de juin en dernier. Le premier qui aujourd'hui tuera l'espoir du 29 mai le paiera extrêmement cher. Parce que l'aspiration unitaire existe dans le pays, très profondément. Pas question pour autant de se laisser surprendre. La LCR commencera dès demain sa campagne de collecte des 500 signatures nécessaires pour être dans la course en 2007. Au Portugal, les élections présidentielles avec comme grand favori, peut-être même élu dès le premier tour, nous verrons, celui qui fut ancien Premier ministre, Aníbal Cavaco Silva, si les sondages se confirment. Le Portugal, après plus de 30 ans de gouvernement de gauche depuis la révolution des œillets, basculera alors à droite. La gauche arrive divisée dans ce scrutin avec 5 candidats dont Mario Soares, figure charismatique du pays. 9 millions d'électeurs étaient donc appelés à se prononcer aujourd'hui. Le taux de participation est dans la fourchette des précédentes élections, entre 60 et 70%. Les résultats seront connus tard dans la soirée. En Bolivie, c'est cet après-midi que le président élu Evo Morales a prêté serment au Parlement de La Paz en présence d'une dizaine de présidents d'Amérique du Sud, dont le Vénézuélien Hugo Chavez ou encore le Brésilien Lula da Silva. Un événement pour marquer l'élection du premier président indien de l'histoire de la Bolivie. Evo Morales, le leader de la cause indienne, paysan syndicaliste, a promis de redonner le pouvoir au peuple. La tâche qui l'attend est considérable. La Bolivie est le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud et ceux qui habitent les bidonvilles de La Paz, comme les plus démunis, ont mis tous leurs espoirs dans ce nouveau président qui leur ressemble et ils ne voudraient pas être déçus. Reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Gilles Jacquier. Du fond de sa cuvette, La Paz, la capitale, vit sous la menace d'El Alto. Sa banlieue indienne surgit il y a 25 ans et où s'entassent aujourd'hui près d'1 million d'habitants. C'est là qu'ont pris naissance les mouvements sociaux qui, ces dernières années, ont forcé 2 présidents à démissionner. El Alto, la rebelle, a plébiscité Evo Morales au risque d'en attendre trop et trop vite. Tout doit changer, c'est pour ça qu'on a voté. C'est à El Alto que s'est constituée l'identité indienne contre ceux d'en bas, les élites blanches et métisses qui dirigeaient le pays. Maintenant qu'un homme de notre sang, l'un d'entre nous, est arrivé au pouvoir, nous devons l'appuyer. Che Guevara est le saint patron de la puissante fédération des associations de voisins, à la pointe de tous les combats. Son dirigeant, Abel Mamani, qui prône l'instauration d'une économie étatisée à la cubaine, se verrait bien ministre dans le nouveau gouvernement. Ça va pas être facile, c'est sûr. Ça va être dur. Il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Les changements ne seront pas immédiats. Nettement moins enclins à la patience, les militants de la centrale ouvrière, partisans d'un État ouvrier paysan, et qui ont donné 3 mois à Evo Morales pour en finir avec le capitalisme. Nous sommes fiers de lui et prêts à être ses soldats. Mais ça veut dire aussi qu'il doit accéder à toutes nos exigences. L'extrême gauche a beau l'avoir emporté en Bolivie par la voie démocratique, la menace est à prendre au sérieux.
Feliciano, l'ancien paysan, aujourd'hui attelé à sa machine à coudre pour 80 € par mois, a déjà fixé le terme de l'état de grâce. Nous allons suspendre la lutte et lui donner du temps, au moins 1 an. C'est ici, dans ces quartiers misérables d'El Alto, que se joue l'avenir d'Evo Morales. Ces Indiens, qui attendent tout de lui, se disent prêts à lui laisser un peu de temps, mais s'ils ont le sentiment que les changements tardent à venir, alors ils n'hésiteront pas à lui faire subir le sort des gouvernements précédents. C'est jeudi prochain que se dérouleront les funérailles d'Ibrahim Rugova, le président du Kosovo décédé hier à l'âge de 61 ans. Le gouvernement a décrété un deuil national de 5 jours. Des centaines d'habitants de Pristina se sont retrouvés dès hier devant la résidence de celui qui s'est toujours battu pour l'indépendance du Kosovo. À partir de demain, la dépouille d'Ibrahim Rugova sera exposée dans le hall du Parlement et chacun pourra venir s'y recueillir. Sur le plan politique, le Kosovo se cherche un successeur, craignant un risque de déstabilisation après le vide laissé par la disparition du leader incontesté des Albanais. La semaine qui vient sera celle des élections législatives palestiniennes. Elles marqueront peut-être un tournant dans l'avenir du Proche-Orient. En tout cas, ces résultats seront examinés avec une attention toute particulière, d'autant que les islamistes du Hamas se présentent en force pour la première fois face au Fatah du président Mahmoud Abbas. Le Hamas, qui veut l'instauration de la charia et prône depuis toujours la destruction d'Israël. Avec sa branche armée, il a revendiqué les attentats de ces dernières années. Nos envoyés spéciaux ont suivi une de leurs candidates, dont l'un des fils a commis un attentat suicide à sa demande. Reportage à Gaza, Dorothée Liéric, Talala Bouramé. C'est un meeting politique organisé par le mouvement islamiste Hamas et donc réservé aux femmes. Elles sont venues nombreuses pour voir ou même apercevoir cette candidate. Nidal, mère de 10 enfants dont 3 sont morts en martyr, autant dire une héroïne pour l'Assemblée. Le visage est dur, la femme l'est aussi, mais entre elle et son public, il s'agit de ferveur. Le Hamas a pris une décision, c'est de faire de la politique. Et cette politique sera un modèle, comme pour la lutte armée où nous étions les pionniers. Sur ce clip datant de 2002, Nidal est à côté de son fils. Elle lui demande de commettre un attentat suicide. Ne reviens pas avant de l'avoir fait, lui dit-elle. Mohamed, 17 ans, bardé d'explosifs, va se rendre dans une colonie juive, mourir et assassiner 5 Israéliens. Quand on a su qu'il était mort, raconte à l'époque son petit frère, on était tous très heureux, on s'est embrassés. Dieu nous avait fait le cadeau d'avoir un martyr dans la famille. À Gaza aujourd'hui, beaucoup de femmes vénèrent la candidate du Hamas. Je suis fière de cet engouement, mais je me considère comme une servante pour mon peuple. Je leur dois quelque chose en échange de leur soutien. Nidal a longtemps caché chez elle des militants des brigades Al-Qassem, la branche armée du Hamas. Que le Hamas soit sur la liste noire des organisations terroristes, elle s'en moque. Elle assume tout. Le programme du Hamas qui préconise la destruction d'Israël. Elle assume aussi d'avoir envoyé son fils à la mort. Pour moi, sacrifier un enfant, c'est un devoir sacré. Je serais coupable si je n'encourageais pas mes enfants à faire le djihad contre l'occupation. C'est plus important que les sentiments d'une mère pour ses fils. Pour l'heure, dans les sondages, le Fatah de feu Yasser Arafat a toujours une longueur d'avance sur le Hamas. Mais le parti d'Nidal gagne chaque jour un peu plus en popularité. Dans ces élections, le profil d'Nidal est loin d'être marginal. Au contraire, le Hamas a choisi sciemment des candidates liées directement avec l'intifada. Mère de martyrs donc, mais encore veuve de militants ou épouse de prisonniers. Le Vatican célèbre l'arrivée à Rome il y a 5 siècles des premiers gardes suisses. C'est par une messe dans la chapelle Sixtine qu'ont commencé les commémorations de ce qui est aujourd'hui la plus petite armée du monde. Correspondance à Rome, Gérard Grisbeck, Enrico Melonari. À midi, les cloches ont sonné à toute volée, couvrant même la musique de la plus petite armée du monde. Les gardes suisses ont 5 siècles et Benoît XVI leur a rendu hommage. Je suis heureux de saluer ce corps que nous apprécions et reconnaissons comme une part de notre cœur. Il est vrai que le courage de ces hommes est inscrit dans l'histoire. Au XVIe siècle, lors du sac de Rome par les troupes de Charles Quint, presque toute l'armée a péri pour protéger le pape. Aujourd'hui, les gardes sont recrutés sur concours. Il faut être suisse, bien sûr, célibataire, mesurer au moins 1,75 m. Alors on peut porter l'uniforme rouge, bleu et jaune, dessiné, dit-on, par Michel-Ange.
Les gardes, encore, ils viennent pour chercher une espèce d'aventure, une nouvelle langue, un nouvel travail, la première fois à l'étranger, peut-être approfondir la propre foi, un métier de sécurité. Avec le temps, ils sont donc devenus les gardes du corps du pape, d'une grande efficacité, comme ici il y a quelques mois, mais avec un échec de taille, ils n'ont rien pu faire ce 13 mai 81, lors de l'attentat contre Jean-Paul II. Ce matin, dans la chapelle Sixtine, le cardinal Sodano célébrait la messe en leur honneur, sous les fresques de Michel-Ange, à l'endroit même où le pape a été élu il y a 9 mois. En fait, ces commémorations vont se poursuivre jusqu'au printemps, jusqu'au moment où des gardes viendront de Suisse à pied, exactement comme il y a 5 siècles. On apprend à l'instant que la jeune femme hospitalisée à Montpellier pour des symptômes suspects de grippe aviaire, eh bien, cette jeune femme ne souffre pas de la grippe aviaire. Ces derniers tests sont négatifs. On passe à l'actualité sportive avec une belle journée pour les Français en tennis. Fabrice Santoro est en quart de finale de l'Open d'Australie. Sébastien Loeb termine deuxième du rallye de Monte-Carlo et le skieur Jean-Pierre Vidal renoue avec le succès. C'est de bon augure avant les Jeux Olympiques de Turin. Julien Benedetto. Les bras en croix, la bouche en sang, c'est la résurrection de Jean-Pierre Vidal en Autriche. Depuis son titre olympique il y a 4 ans à Salt Lake, le skieur de la Toussuire n'avait pas remporté la moindre course. Cet après-midi, il a renoué avec la victoire en slalom sur le mythique tracé de Kitzbühel. Un succès qui tombe à pic à moins de 3 semaines des JO de Turin. À Saint-Moritz en Suisse, Michaela Dorfmeister n'a pas brillé lors du combiné. Mais elle se souviendra longtemps de cette descente. Quelques secondes après s'être élancée, la skieuse autrichienne frôle un volontaire de piste à plus de 100 km/h. Le distrait préposé n'avait pas écouté les consignes radio. L'Autrichienne en a encore les genoux qui tremblent. Aucun doute, ce week-end au rallye de Monte-Carlo, Sébastien Loeb était le pilote le plus rapide. Mais sa sortie de route lors de la première étape vendredi lui coûte la victoire finale. Pénalisé de 5 minutes, le double champion du monde réalise une remontée spectaculaire jusqu'à la 2e place du classement final, derrière le Finlandais Marcus Gronholm. Cet homme est inusable. Fabrice Santoro, 33 ans, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en matant l'Espagnol Ferrer ce matin. Une première en Grand Chelem après 18 ans de carrière. Au prochain tour, ce sera encore plus dur contre l'Argentin Nalbandian, numéro 4 mondial. Haute couture à la veille du début des collections, sur les pas de Giorgio Armani, véritable stakhanoviste de la mode depuis plus de 30 ans. Il contrôle son empire à 100%, un cas d'école qui lui vaut d'être le créateur le plus riche du monde. Estelle Collin, Mathieu Drejoux. 8 heures dimanche. Les Champs-Élysées lui appartiennent, le boss est là. 30 ans de mode, un empire, mais aujourd'hui son plus grand défi s'appelle Privé, son label haute couture lancé il y a 1 an. Demain défilent 60 modèles. De la robe du soir au tailleur du jour, de 18 à 70 000 euros pièce. À 71 ans, l'homme délaisse yacht et villa pour une autre quête, celle de la perfection. Ce qui comporte une décision très cruelle quelquefois. La fille elle est contente, tout le monde est content, moi je dis non, papa. Ça quelquefois c'est dur. 11 heures, le couturier quitte le studio parce que l'homme s'annonce dans les boutiques. Ça marche? Très bien. L'homme ou la femme? Comme c'est dimanche, les boutiques normalement fermées ont été rouvertes pour lui. Il contrôle tout et peut donc tout revendiquer. 300 boutiques dans 40 pays, 13 usines, 5000 fiches de paie, pas 1 euro de dette. L'entreprise est belle comme un rêve de banquier. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour moi, mais qui a besoin de moi. C'est impressionnant, c'est difficile à penser de devoir quitter tout ce monde. C'est difficile. Midi, retour aux ateliers. Son style, une élégance épurée, des vêtements moulés sur le corps des femmes, la perfection jusqu'au bout des ciseaux qui fait aujourd'hui de cette griffe l'une des marques les plus convoitées de la mode. Qui est la vedette chez Armani? C'est moi. Monsieur Armani. Le plus fort, c'est que c'est vrai.
C'est décidé, c'est officiel. Da Vinci Code sera présenté en ouverture du Festival de Cannes hors compétition. Le film américain de Ron Howard, adapté du best-seller Planétaire, sortira le même jour en France. Un film où l'on retrouve Audrey Tautou et Tom Hanks. Cinéma avec la sortie du film Vers le Sud de Laurent Cantet avec Charlotte Rampling qui joue le rôle d'une femme en mal d'amour et de plaisir et qui va chercher en Haïti chaque année de jeunes Adonis. Marie-Jo Jouan, Régis Maté. Depuis 6 ans, je viens ici chaque année et j'y reste tout l'été. Il suffit que j'arrive ici pour me sentir enfin chez moi. Un petit coin de paradis au cœur de l'enfer haïtien du début des années 80 sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. Des étrangères d'âge mûr viennent ici échapper à leur solitude de femmes délaissées auprès de jeunes garçons disposés à échanger leur charme contre un repas ou quelques dollars. And Brenda, listen to me. You shouldn't either. You're too shy to pay them. Just give them gifts. Pour moi, l'idée, c'était de mettre face à face deux types de misère. Justement, une misère sociale de la part pour les Haïtiens, pour les jeunes garçons qui vont côtoyer ces femmes du Nord. Et pour les femmes du Nord, une misère affective, sensuelle, sexuelle. Qu'est-ce qui te fera plaisir? Un passeport. Est-ce que vous avez tout à vouloir m'offrir un passeport, cette artiste? On ne voudrait pas nécessairement être obligé de faire ça. Donc le trouble vient de là et le trouble de jouer les femmes, les trois femmes dans le film, nous avons tous senti ça. C'est quelque chose qui... Les femmes qui font ça, il y en a beaucoup, n'en parlent pas. Un tourisme sexuel au féminin, d'où l'amour et le sentiment maternel ne sont pas exclus, où chacun est libre de donner ce qu'il veut. Ces femmes, l'écrivain haïtien Dany Laferrière les a rencontrées. C'est vraiment vous. Oh, je suis content. Le film est adapté de plusieurs de ses nouvelles. J'ai voulu entendre leur cri, un cri de frustration, de colère, de révolte, qui venait du Nord, de cette injustice implacable qui fait que les femmes, dès qu'elles atteignent 50 ans, il y a une barrière, qu'elles soient riches, intelligentes, qui tombe. La barrière du regard de l'homme qui se ferme devant leur visage. Et pourtant, c'est un homme qui pose son regard sur ces femmes mal aimées, avec une certaine tendresse, tout en faisant le constat que la misère n'est pas moins pénible au soleil. Cette année 2006, c'est l'année Mozart. Au-delà du 250e anniversaire de sa naissance, au-delà du prétexte des commémorations, l'engouement pour ce compositeur de génie tourne à la passion. Mozart continue de séduire, d'enchanter et même d'envoûter. Michel Monpontet. Ne cherchez pas l'âme de Mozart dans les livres d'histoire, elle n'y est pas. Il n'y a là que des dates, sa naissance il y a 250 ans et sa mort à 35 ans. Ces villes, Salzbourg bien sûr, puis Vienne, l'Europe, et la légende qui mange l'histoire. Ne cherchez pas Mozart non plus dans sa tombe, ne versez pas ici de larmes, ne vous recueillez pas. Il n'y est pas, envolé. Et ce crâne si pieusement conservé que l'on croyait sien n'est qu'un faux. On dirait qu'on n'a rien gardé de lui. Même son visage est une énigme. Autant de tableaux, autant de visages différents, comme s'il y avait plein de Mozart et aucun ne se ressemble. Piste brouillée. Alors que sait-on avec certitude s'il n'y a ni sépulture ni visage auquel se raccrocher? Il y a la musique. La musique et les femmes. Sa mère, sa sœur, la musique et les femmes, mais la musique d'abord. Mozart a écrit 2000 notes par jour, disent les statisticiens. 2000 occasions par jour de nous toucher au travers les siècles. De la cour qui l'honora enfant, puis le chassa, on a tout oublié ou presque, des importants d'alors. Plus rien. On aurait alors tellement voulu qu'il reste le divin enfant. Et qu'il cesse une fois pour toutes de s'occuper de ces passions brûlantes réservées aux adultes. Les femmes, y en avait-il le jour de ses obsèques? Fausse commune, pas une ligne dans les journaux, il n'était plus à la mode. Question d'audience peut-être déjà. Disparaître dans l'indifférence, à 35 ans, jugé trop vieux.
Pour finir, l'écologie et l'environnement au programme des écoles. À partir de mardi, le ministre de l'Éducation, Gilles de Robien, et la ministre de l'Environnement, Nelly Olin, accompagnés du photographe Yann Arthus Bertrand, vont lancer le mois du développement durable à travers une série d'affiches et de clips. Des clips qui seront diffusés sur notre chaîne. Premier d'entre eux avec l'explorateur Jean-Louis Etienne. 3 personnes sur 4 se soignent à partir des sources naturelles tirées directement des écosystèmes. Sur cette photo, on voit un décor, mais si on va un peu plus loin, regarder à l'œil nu, à la loupe, au microscope, on va se rendre compte de l'abondance de vie. Et nous sommes totalement tributaires et dépendants de cette abondance. Et cette abondance, aujourd'hui, elle est menacée. Et elle est menacée pas forcément que dans les espèces visibles, dont on parle tout le temps, mais elle est menacée dans ces différentes niches écologiques. Et donc, en limitant le nombre des espèces, nous menaçons notre propre existence. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo. Nathalie Riouet, 20h50, US Marshall avec Tommy Lee Jones. 1h30, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le président du PMU. À 13h, vous retrouverez Lise Lucet. 20h, David Pujadas. Et puis, en deuxième partie de soirée, mots croisés consacrés aux suites de la catastrophe judiciaire d'Outreau. Excellente fin de soirée sur France.